Salut, c'est Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Je vous présente mon émission Indépendance financière et hypothèque, dans laquelle je vais parler de finances personnelles, d'argent, de trucs pour arriver à l'indépendance financière et bien sûr d'hypothèque. Je m'adresse à ceux qui veulent s'enrichir, qui veulent prendre leurs finances en main. Je m'adresse à la classe moyenne, ceux qui veulent sortir du rat race. Je vous transmettrai ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Donc, je vous invite à vous abonner à ce podcast. Ce sera un honneur pour moi de vous parler d'indépendance financière et d'hypothèque. Salut, c'est Frédéric Lacharité. Vous écoutez mon émission Indépendance financière et hypothèque. Aujourd'hui, épisode numéro 13, je parle d'un livre que j'ai lu. En fait, c'est un des nombreux livres que j'ai lus sur la liberté financière, indépendance financière. Le livre s'appelle La retraite à 40 ans. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est un livre qui est assez récent. C'est sorti, je crois, en 2019. L'auteur s'appelle Jean-Sébastien Pilote. Il a pris sa retraite à 39 ans. Donc, l'épisode, dans le fond, je veux parler de ce livre-là. Je veux faire un résumé du livre. Je vais passer en revue les différents chapitres dans le livre. Puis, je vais faire le lien avec ma méthode, ma façon de faire, la façon que moi, je suis arrivé pas à la retraite, mais à l'indépendance financière autour de 40 ans. Je vais faire le parallèle avec, dans le fond, ce qui est écrit dans ce livre-là. Je vais faire le lien aussi, évidemment, avec les hypothèques et je vais faire le lien avec l'indépendance financière, malgré que là, le sujet, c'est vraiment l'indépendance financière. C'est vraiment le sujet principal du livre. Donc, voilà, c'est un peu ce que je vais faire aujourd'hui dans cette émission-là. Donc, résumé du livre. Premièrement, là, c'est inspiré de la stratégie FIRE, Financial Independence, Retire Early. Jean-Sébastien Pilote raconte un peu son cheminement, c'est vraiment autobiographique, donc il partage son expérience vers l'indépendance financière, un peu comme moi je veux faire présentement, sauf que j'ai pas écrit de livre, je suis en train d'enregistrer plusieurs émissions de podcast pour faire un peu la même chose que lui, dans le fond, partager mon expérience. Donc, il y a beaucoup de parallèles à faire. Lui, son livre, l'approche, on tourne beaucoup autour de déjouer le système pour atteindre la liberté financière. Puis ça me rejoint ça directement parce que je pense qu'il faut, pour arriver à l'indépendance financière plus jeune qu'à 65 ans, quand même, il faut y mettre un peu du sien. Ça n'arrive pas par magie tout seul. Il faut un petit peu essayer de jouer contre le système, effectivement. Évidemment, c'est un livre qui va parler de frugalité. C'est un petit peu la même approche que j'ai, malgré qu'il y a des différences. Ça aussi, je vais en parler. Dans son cas, lui, il a pris une pleine retraite à 39 ans, si on veut, pleine évidemment, en guillemets. Évidemment, je ne connais pas tous les détails, là, mais j'y vais avec ce qu'il raconte dans son livre. OK, donc en gros, j'y vais là, je vais passer il y a 15 étapes dans son livre, dans le fond, une étape par chapitre principaux, dans le fond. Je vais les énumérer. Je vais énumérer les 15, puis je vais revenir après ça au début pour parler de chacune des étapes, puis y aller de mon petit commentaire, puis ça va être ça l'épisode. Donc, j'y vais. Étape numéro 1 de 15, c'est devenir le PDG de sa vie. Étape numéro 2, chiffrer sa liberté. Étape numéro 3, imaginer son évasion. Étape numéro 4, exploiter la faille du système. Étape numéro 5, devenir rebelle. Étape numéro 6, vivre comme un millionnaire. Ensuite, 7, hacker son budget. 8, rompre avec son auto. 9, louer une habitation. 10, fuir les dettes. 11, investir comme Buffett. 12, profiter des paradis fiscaux. 13, s'enrichir grâce aux enfants. 14, parasiter les banques. 15, échapper au métro, boulot, dodo. Donc, je reviens avec étape numéro 1, devenir PDG de sa vie. Absolument, absolument d'accord. Il faut voir
faut voir sa vie, sa situation financière comme une entreprise et prendre les rênes de cette entreprise-là et devenir le PDG, président, directeur général de sa vie. Absolument, c'est pas la première fois que j'entends ça et ça, c'est une des premières étapes pour espérer arriver à l'indépendance financière un peu plus jeune qu'à l'âge que la société s'attend ce qu'on arrive à la retraite. Donc, étape numéro 1, étape numéro 2 et 3, chiffrer sa liberté, imaginer son évasion. Donc, effectivement, il faut faire des calculs. Ça, c'est l'aspect planification de la chose. Ça rejoint aussi devenir le PDG de sa vie. Euh, est-ce qu'on se fait organiser ou on décide soi-même ce qui va se passer? Donc, puis une des étapes là-dedans, dans la planification, c'est de chiffrer sa liberté. Donc, combien de valeurs nettes, combien d'actifs financiers on veut accumuler pour arriver à atteindre l'indépendance financière. Donc, ça se calcule d'emblée. Ça se projette. On imagine, puis on imagine comment on va le faire, puis ce qu'on va faire une fois qu'on va y arriver. Donc, ça, c'est la visualisation. C'est pas nous qui avons inventé ça. Effectivement, tout bon projet qu'on veut faire, ça prend de la planification et c'est la même chose avec l'indépendance financière, dans le fond. Ensuite, étape numéro 4 dans son cas, exploiter la faille du système. Et puis la faille du système, là, j'apporte une précision, en fait, c'est la sous-consommation. L'idée, c'est que la société, dans le fond, on est dans une société de consommation, on travaille, on fait tant par année. La société s'attend à ce que tous nos revenus passent dans la consommation et qu'à la fin, on n'est pas nécessairement épargné, qu'on n'ait pas nécessairement accumulé un bien qui nous appartient pour toujours, qu'on pourra un jour exploiter pour notre bénéfice, pour arrêter de travailler. Donc, la sous-consommation, le fait de consommer moins que ce qu'on gagne, c'est, selon Jean-Sébastien, et d'ailleurs, je suis absolument d'accord, c'est l'affaire du système. Donc, il faut exploiter ça. C'est que c'est possible de gagner plus que ce qu'on consomme. Et puis, c'est vraiment la clé pour arriver à l'indépendance financière plus rapidement. À quelle amplitude on va être capable de moins consommer versus nos revenus pour être capable de l'épargner, l'investir, le faire fructifier, puis que cet actif-là, cette valeur nette-là, un jour travaille pour nous pour que nous n'ayons pas besoin de travailler. Voilà. C'est la définition de l'indépendance financière. Étape numéro 5, devenir rebelle. Puis ça me rejoint aussi absolument, totalement d'accord avec ça. Il ne faut pas faire comme tout le monde. Il ne faut pas essayer de suivre son voisin. C'est une première erreur. Hein? On ne sait pas ce qui se passe dans le jardin du voisin. Tout ce qu'on voit souvent, c'est les voyages, c'est les belles choses, les belles voitures, puis le gros train de vie. Mais ça l'amène peut-être pas plus rapidement à la liberté, c'est-à-dire retrouver son temps. Hein? Parce que on échange notre temps contre du travail, contre de l'argent, mais combien de temps qu'on doit faire ça? Est-ce qu'on doit le faire jusqu'à 65 ans, puis on est un petit peu pris dans le rat race, qu'on n'a pas le choix de travailler pour payer nos choses, puis après ça, on paye nos choses. Bon, c'est une roue qui tourne, on est pris là-dedans. L'idée vraiment derrière le livre de la retraite à 40 ans, c'est de se sortir de ce piège-là, métro, boulot, dodo, le plus rapidement possible. Et pour ça, on n'a pas le choix de devenir un peu rebelle. Il faut faire des sacrifices. Il faut être un peu bizarre. Hein? Il faut les gens qui vont avoir le même travail que nous, ils vont avoir un certain train de vie, puis là, ils vont se dire, ben pourquoi toi tu fais pas ça, tu fais pas telle chose, tu vas pas au resto, tu fais pas telle sortie, tu profites pas pour t'acheter telle voiture. Normalement, on fait le même travail, tu devrais, tu sais. Mais quand tu es rebelle, ben tu vas faire les choses différemment, puis ça va amener des questions. C'est un peu l'idée derrière devenir rebelle, étape numéro 5. Vivre comme un millionnaire. Bon, là, il faudrait que je réécoute le chapitre, là, je me rappelle pas exactement, mais d'après moi, ça veut dire pas comme de deux façons. Là, tu peux vivre comme un millionnaire, mais pas l'être, ou tu peux vivre comme un millionnaire puis l'être. Puis en réalité, les millionnaires,
la majorité de ceux qui ont un actif net de 1 million et plus ne sont pas ceux qu'on croit. En réalité, ceux qu'on voit avec des grosses voitures, des gros trains de vie, souvent n'ont pas nécessairement les actifs qui vont en fait avec, seulement ils ont le revenu. Et puis ceux qui ont les actifs sont souvent on les voit pas, c'est monsieur, madame, tout le monde qu'on croiserait dans la rue pour qui ça paraît pas qu'ils sont millionnaires. Puis je pense que c'était l'idée de son étape 6, vivre comme un millionnaire. En réalité, c'est encore lié avec la frugalité. Hacker son budget, rompre avec son auto, hacker son budget, je passe par-dessus ça, c'est encore la frugalité. Rompre avec son auto. Bon, peut-être que là, rompre totalement avec son auto, pour moi, c'est un peu extrême. Si je fais le lien avec ma situation personnelle, moi, je suis allé quand même, j'ai toujours, depuis que j'ai 18 ans, j'ai toujours voulu une auto. Ça a toujours été assez important pour moi. Par contre, ce que j'ai pas fait, c'est que je me suis pas endetté pour une auto, ni je suis allé m'acheter une voiture neuve. J'étais toujours allé acheter une voiture qui avait quelques années. La voiture que j'ai en ce moment, ça fait 10 ans que je l'ai, est encore en bon état et puis je vais continuer avec cette voiture-là tant que ça a du sens. Puis j'ai déjà commencé à épargner pour ma prochaine voiture, qui ne sera pas une voiture neuve non plus, mais une voiture qui va être raisonnable, qui va avoir un coût raisonnable pour mes besoins. Dans le cas de Jean-Sébastien ici, lui disait rompre avec son auto, peut-être dans le sens faire du vélo, puis vraiment essayer de s'en passer complètement, ou peut-être y aller avec des locations de voitures. Il y a beaucoup de gens en ville qui font ça. Pour moi, c'est pas mon style. C'est un peu trop frugal à mon goût et trop limitant. J'aime ça avoir ma liberté. J'aime ça prendre mon auto pour aller jouer au golf, pour aller voyager aux États-Unis. J'aime voilà, pour aller voir mes parents à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, j'ai besoin de mon auto. Dans ce contexte-là, je ne rejoins pas l'idée, mais j'ai quand même une vision quand même assez frugale de l'automobile. Donc, il faut de pas s'endetter, au moins ne pas s'endetter pour aller s'acheter une voiture neuve. Étape numéro 8, ah non, excusez, ça c'était l'étape numéro 8, rompre avec son auto. Étape numéro 9, louer une habitation. Donc là, c'est vraiment, je dirais, la différence majeure, évidemment, quand je regarde le parcours, parce que dans son livre, Jean-Sébastien explique un peu son cheminement. Et puis, eux, ils ont pris la décision à un certain point qu'ils ne voulaient pas prendre une partie de leur actif accumulé pour acheter comme mise de fonds pour une maison, pour acheter leur maison. Ils ont décidé que non, ils allaient louer. Et puis, ben, peut-être qu'en partant, ils ont été capables d'épargner tellement, puis qu'ils n'ont pas, peut-être qu'il y avait un coût de loyer assez bas pour faire en sorte que ça faisait du sens économiquement de le faire. Par contre, moi, mon approche, ma méthode, celle que j'ai utilisée, qui m'a beaucoup aidé, a été d'acheter ma résidence principale. J'avais épargné pour mettre 20% de mise de fonds. Et puis, la valeur de ma résidence principale dans les 10 ans, premièrement, j'ai remboursé mon hypothèque en 11 ans. Et puis ensuite, la valeur avait doublé parce que le marché immobilier à Montréal a très bien fonctionné dans ces années-là. Puis en général, quand on regarde dans les 30-40 dernières années, l'immobilier a très bien performé, a bien gardé sa valeur. Évidemment, il y a eu des périodes de meilleure performance que d'autres. On ne sait pas si les 10 prochaines années vont être d'aussi bonnes années en termes d'augmentation, d'inflation, de prix de l'immobilier. Par contre, je pense qu'avec une bonne certitude, ça ne va pas aller en descendant. Je pense que surtout l'immobilier à Montréal, on est quand même relativement bas comparé aux autres villes au Canada. Le Canada, c'est un pays qui a beaucoup, beaucoup d'immigration en ce moment. Il n'y aura pas un manque de demande pour l'immobilier à Montréal, au Québec. Donc, je pense que d'acheter sa propriété, ça reste un très bon investissement. On conserve, on peut faire fructifier ça. Euh, donc, pour moi, c'est une façon encore plus rapide d'arriver à l'indépendance financière parce que là, une fois que ton hypothèque est remboursée au complet, eh bien, ton coût de loyer, c'est
pratiquement nul comparé à louer son logement. Les logements qu'on loue, premièrement, ça l'augmente à chaque année. Le coût du loyer augmente, ça n'a pas le choix. Peut-être qu'il n'augmente pas de beaucoup, mais il va toujours en augmentant. Tandis que notre hypothèque, elle, au fur et à mesure qu'on progresse, diminue parce que le solde diminue, l'intérêt, peut-être que l'intérêt va fluctuer de haut en bas, mais en bout de ligne, on serait supposé diminuer le solde au fur et à mesure qu'on fait nos paiements hypothécaires, puis à la fin, se retrouver avec zéro solde et plus d'hypothèque à payer. À ce moment-là, notre coût pour se loger diminue énormément. Donc, moi, je me pose la question, quelqu'un qui décide de ne pas acheter versus quelqu'un qui achète, ben, va se retrouver avec des dépenses beaucoup moindres une fois rendu plus tard dans sa vie versus quelqu'un qui n'aura pas fait ça, qui aura décidé donc de louer. Donc, comme c'est le cas, je me demande, en fait, j'aimerais beaucoup poser la question à Jean-Sébastien Pilote, combien coûte son loyer en ce moment? Ça doit être une grosse partie de son budget, alors que moi, si je me compare, mon coût de logement en ce moment est extrêmement bas. Il est plus bas qu'il était là, que c'était là 15 ans quand j'ai commencé, quand j'ai acheté ma résidence principale. Donc, voilà, ça c'était un petit peu où est-ce que je différencie, où est-ce que je vois une différence entre le cheminement de quelqu'un qui va vers l'indépendance financière sans acheter sa résidence principale versus ma façon de procéder, la façon que j'ai faite pour arriver à l'indépendance financière. Ensuite, étape numéro 10, fuir les dettes. Ben ça, pour moi, c'est l'étape quasiment numéro 1, en fait, dès le début, fuir les dettes. Évidemment, on parle des dettes de consommation, je parle de toutes les dettes, sauf celle de l'hypothèque, évidemment, qui, pour moi, va nous amener plus rapidement vers l'indépendance financière, mais toutes les autres formes de dettes, évidemment, sont à déconseiller. C'est la même chose du côté de la retraite à 40 ans, même chose. Ensuite, investir, absolument. Investir comme vous faites. Étape numéro 11, on investit donc, moi, la façon que j'ai utilisée pour investir, ça a été d'aller vers les fonds indiciels. J'ai investi dans le marché, la grande majorité de mes placements. Ensuite, je suis allé vers d'autres stratégies d'investissement. Mais la base, le gros de mes placements pour la retraite sont dans des fonds indiciels. Et puis, je pense que c'est là que la même chose que Jean-Sébastien Pilote explique dans son livre, profiter des paradis fiscaux. Bon, ben, les paradis fiscaux, c'est peut-être un mot un peu. Je pense pas qu'on a besoin nécessairement des vrais paradis fiscaux. Là. Je pense qu'on a besoin du REER, du CELI, du REEE, tout ce que le gouvernement nous offre comme avantage. Il faut en profiter, ça, je suis d'accord avec ça. Le CELIAP, par exemple, pour acheter sa première propriété, absolument, il faut l'utiliser. Ça, c'est un beau cadeau du gouvernement. Donc, je pense que c'est ce que l'étape 12, profiter des paradis fiscaux, voulait dire dans le livre de Jean-Sébastien. Ensuite, s'enrichir grâce aux enfants. Je pense qu'on parle du REEE à ce moment-là. On parle peut-être du fait que quand on a un revenu très, très bas puis qu'on a des enfants, le gouvernement va nous aider un peu. C'est peut-être un petit peu dans ce sens-là, malgré que de mon côté, je préfère je préfère ne pas trop profiter quand même des avantages fiscaux comme les allocations familiales peut-être, pour ceux vraiment qui sont nécessaires à ceux qui ont des moindres revenus, parce que un peu le jeu donc qui est un petit peu controversé, c'est que quelqu'un qui accumule 1 million de dollars peut décider éventuellement de garder ses dépenses très basses et de se déclarer, par exemple, un 20 000 dollars par année de revenus. À ce moment-là, tu as accès à plein de subventions, d'avantages fiscaux et il y a peut-être un côté éthique là-dedans. Est-ce que c'est correct que quelqu'un qui a comme accumulé autant ait accès à ces subventions-là ou ces crédits d'impôt-là juste parce qu'ils ne se déclarent pas beaucoup d'argent? Je pense qu'il faut faire la part des choses. Euh, mais en même temps, regardez, le système fiscal, on l'utilise, faut l'utiliser de façon
correct. Et puis, souvent, les failles sont utilisées. C'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, j'émets pas trop de jugement par rapport à ça, évidemment. Donc, ensuite, parasiter les banques, parasiter les banques. Ça, faudrait voir, il faudrait que je réécoute le livre. Je me rappelle pas trop ce chapitre-là, qu'est-ce que ça voulait dire. Mais étape 15, pardon, c'est la fin. Échapper au métro, boulot, dodo. Bon, ben ça, c'est quand on arrive à l'indépendance financière qu'on peut arrêter de travailler, quitter son emploi, puis décider de vivre de ses revenus passifs que notre capital, que notre valeur nette est capable de générer annuellement. Donc, peut-être la règle du 4% s'applique à ce moment-là. Donc, ça fait le tour là, des 15 étapes. J'ai fait un survol rapide. Évidemment, j'ai écouté le livre il y a quelques mois. Je ne me rappelle pas de tous les détails, mais ça en explique une bonne partie. J'ai fait le lien avec moi, ma recette pour l'indépendance financière. Ce que j'en retiens, c'est que je suis un peu moins peut-être extrême. Peut-être que en ce moment, je me déclare un revenu un peu plus élevé que ce que suggéré dans le livre. Ça, mettons, on compare un et l'autre. Le lien avec l'hypothèque, ben justement, tu sais, dans son livre, il préconise l'approche de ne pas acheter de maison versus moi, si j'avais pas acheté, je serais pas où je suis en ce moment. Ça m'a beaucoup aidé pour mon cheminement vers l'indépendance financière. Donc, de mon côté, l'achat de la maison était très important, mais on voit qu'il y a différentes façons d'arriver à un résultat semblable. Puis, ben, le lien avec l'indépendance financière, moi, je crois quand même que ça va plus vite et plus loin si on achète sa résidence principale versus la louer. Et puis, je vais arrêter là-dessus. Ça termine mon épisode sur le livre La retraite à 40 ans. Et puis, sur ce, je vous souhaite une bonne continuité sur votre chemin vers l'indépendance financière. Merci. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lachèreté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.